on va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Et la justice sereine, vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. Parce que attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture dans les casseroles là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. Bienvenue dans ce direct, chers compatriotes, peuple congolais. Bonjour et bonsoir par rapport à l'heure dont vous nous suivez. Vous êtes en direct sur votre journal, le journal officiel expliqué. C'est une chaîne qui vous donne des informations directes sur la situation politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons tous assisté à des scènes de manifestants qui ont procédé à des actes de pillage des ambassades, notamment des supermarchés, et plusieurs actes de vandalisme et de sabotage qui ont été constatés en République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Chers compatriotes, peuple congolais, nous allons devoir analyser toute la situation en rapport avec l'Est du pays, l'inefficacité des forces armées congolaises. C'est dit à quoi par rapport aux éléments qui sont à notre disposition. Nous allons devoir vous dire pourquoi. Chers compatriotes, nous n'allons pas tarder avec la musique parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Nous avons moins d'1 heure de direct ce soir, soit de 45 à 60 minutes maximum. Chers compatriotes, nous avons tous suivi les événements d'hier, le 28 janvier 2025 à Kinshasa, où une manifestation, des grandes manifestations de colère qui se sont déroulées simultanément dans plusieurs communes de la capitale de Kinshasa pour protester contre l'inaction ou le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise à la RDC. La République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, est victime d'une agression d'un pays voisin, le Rwanda, qui soutient le M23. Mais visiblement, avec toute la situation sur le terrain, on se rend compte réellement que l'armée rwandaise est bel et bien présente dans la ville de Goma ou soit dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, la situation est tellement préoccupante, alarmante et confuse que personne ne vous donne de vraies informations ou soit personne ne peut vous garantir, vous avoir donné de très bonnes informations. Alors, ce que nous devons savoir sur cette situation, nous allons immédiatement prendre un élément. Nous allons immédiatement prendre un élément du ministre Mohindo Nzangi qui a brisé son silence aujourd'hui et qui a prononcé un mot. Je crois, sur la situation de l'Est du pays à travers la radio Okapi. Donc, vous m'excusez le temps que je prends l'élément et je vous le mets parce que c'est très important. Nous, quand on parle, on vient toujours nous démentir. Non, c'est pas vrai. Mais Mohindo Nzangi, il est ministre et d'ailleurs, il est natif de Goma. Donc, il n'a aucun intérêt pour mentir sur la situation sécuritaire de l'Est et surtout de sa province. Voilà, chers compatriotes. Les ennemis ont renforcé considérablement leur position et donc ils nous ont mis une très grande pression. Surtout du côté de l'aéroport, ils ont dégarni leur position du côté de Minova. Ils sont venus par des canons rapides pour se poser au niveau du port de Kituku où ils ont envahi les côtés ouest de la ville. Donc pour l'instant, il faut dire que les combats soient courts, mais ils nous mettent suffisamment de pression dans la ville. Donc le Rwanda, le plus officiellement du monde, est en guerre en République démocratique du Congo. Le Rwanda est en guerre, c'est le plus rien à cacher, c'est des véhicules avec lesquels ils sont venus. C'est le Rwanda, ils sont venus du Rwanda directement. Tous les militaires sont venus du Rwanda directement. En tout cas, ceux qui nous mettent la pression au niveau de l'aéroport, une très grande pression. Tous sont des forces spéciales de l'armée rwandaise. Je dois donc de manière très solennelle vous dire aujourd'hui que l'héroïsme doit faire montre et continuer à faire montre jusqu'à ce moment ici. Nos FRDC et les Ouazalendo qui contrôlent encore une grande partie de la ville. On sait que ça va être très compliqué pendant toute la journée, très compliqué, vu le nombre de militaires rwandais qui sont en face. Mais, monsieur le ministre, de notre côté, il n'y a toujours pas eu de renfort. C'est pas possible.
Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'il contrôle les lacs, il contrôle Saké, il contrôle Kibumba, il contrôle le parc et de l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs de batteries et de missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Les ennemis ont renforcé considérablement leur position et donc ils nous ont mis une très grande pression. Surtout du côté de l'aéroport, ils ont dégarni leur position du côté de Minova. Ils sont venus par des canons rapides pour se poser au niveau du port de Kituku où ils ont envahi les côtés ouest de la ville. Donc pour l'instant, il faut dire que les combats soient courts, mais ils nous mettent suffisamment de pression dans la ville. Donc le Rwanda, le plus officiellement du monde, est en guerre en République démocratique du Congo. Le Rwanda est en guerre, c'est le plus rien à cacher, c'est des véhicules avec lesquels ils sont venus. C'est le Rwanda, ils sont venus du Rwanda directement. Tous les militaires sont venus du Rwanda directement. En tout cas, ceux qui nous mettent la pression au niveau de l'aéroport, une très grande pression. Tous sont des forces spéciales de l'armée rwandaise. Je dois donc de manière très solennelle vous dire aujourd'hui que l'héroïsme doit faire montre et continuer à faire montre jusqu'à ce moment ici. Le FARDC et le Wazalendo qui contrôlent encore une grande partie de la ville. On sait que ça va être très compliqué pendant toute la journée, très compliqué, vu le nombre de militaires rwandais qui sont en face. Mais, monsieur le ministre, de notre côté, il n'y a toujours pas eu de renfort. C'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un renfort puisqu'il contrôle les lacs, il contrôle Saké, il contrôle Kibumba, il contrôle le parc et de l'autre côté c'est le Rwanda. Donc il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, elle était aérienne, mais vous savez que l'aéroport était sous les airs directs de batteries et de missiles positionnés à Rubavu. Donc c'était très difficile de pouvoir le faire à ce stade-là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc vous êtes nombreux à nous suivre. Là, vous venez de suivre directement le ministre Muhindo Nzangi, qui est originaire également de Goma. Donc, il n'a rien à mentir au peuple congolais. Nous avons déploré tant de silence du gouvernement, mais aussi du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, également l'inaction de Mme Judith Suminwa, le chef du gouvernement, mais aussi l'inaction de tous les membres du gouvernement. Donc ici, je tiens à souligner que lorsque la République est attaquée, la première personne qui doit se mettre en ligne de front, c'est le commandant suprême des forces armées. C'est le président de la République et chef de l'État. C'est lui que la Constitution désigne ou donne les prérogatives d'être le commandant suprême des forces armées. Mais rappelez-vous, nous avons perdu un gouverneur, un gouverneur militaire, je dis bien. Il a rendu l'âme au front, armée à la main, comme un héros, mais malheureusement, notre président n'a pas encore prononcé un seul mot à l'opinion nationale. La Première ministre non plus également. Donc jusque-là, on ne voit que Patrick Mouyaya, et Patrick Mouyaya qui nous vient avec des communiqués pour essayer de nous rassurer, là où ils n'ont également rien fait. Donc ils n'ont rien fait sur le terrain, mais lui, il vient pour nous rassurer que la situation est sous contrôle, chers compatriotes. Il faut que tous les citoyens congolais se rendent compte que les actes de pillage qui se sont passés aujourd'hui dans les ambassades, si c'était moi, le peuple congolais, on n'aurait même pas pillé les ambassades. Ils auraient dû piller le cabinet des ministres. Parce qu'il y a l'argent là-bas, il y a les comptables qui gardent l'argent dans les caisses, dans le coffre, mais aussi il y a toute l'inaction en fait de l'État congolais. C'est là où toutes les décisions se prennent pour que les choses marchent très bien dans ce pays. On ne peut pas imaginer si un ministre, on lui pose la question, mais il ne peut plus mentir parce qu'ils ont menti pendant longtemps jusqu'à ce que Goma est tombé. Nous, on a alerté, les gens nous ont pris pour des Rwandais, les gens nous ont pris pour des M23, mais ils oublient que l'héroïsme, c'est dans tous les domaines qu'on peut défendre un pays. On ne peut pas défendre un pays lorsque vous endossez les mensonges et vous venez pour communiquer avec ces mensonges-là, rendre les mensonges comme c'est ça la réalité. Non, ça ne peut pas changer la situation sur le terrain. Je l'avais très bien dit. Le président de la République, il peut demander à 110 millions de Congolais de soutenir l'armée. Nous allons soutenir cette armée, ça nous appartient. Mais tant que cette armée n'est pas équipée, tant que cette armée n'est pas bien formée, tant que la logistique ne fonctionne pas très bien, tant que les militaires ne sont pas motivés, il y aura toujours des lacunes. Nous avons des vidéos où les militaires déclarent d'avoir passé 5 jours sans manger. Comment quelqu'un peut être franc et on ne lui donne rien à manger. Et la première défaite de la vie de Goma, je vais vous donner les éléments précis. Parce que moi, je l'ai publié et toutes les personnes, ils ont vraiment tenu compte de tous les fake news que le gouvernement est en train d'organiser sur place pour étouffer l'opinion. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui,
on a redouté depuis longtemps. On redoutait de ça parce que déjà le peuple est en colère. Avec toutes ces histoires de changement de la constitution, avec toute l'inaction de Félix Tshisekedi depuis 2019 qu'il est au pouvoir. Le peuple est en colère. Il n'a pas vengé lors des élections de 2018. Il n'a pas vengé les élections triquées de 2023. Le peuple n'a pas encore vengé toute la médiocrité de Félix Tshisekedi. Ce que vous avez vu, c'est, moi je dirais ici, c'est la face A du peuple congolais. Mais il y aura aussi une face B. Et la face B, ça sera contre Félix Tshisekedi. Ces jours-là, vous avez vu aujourd'hui, même les ambassadeurs, il n'y a aucun ambassadeur qui a pu sortir de son ambassade et fuir. Ceux qui avaient pris des dispositions, ils ont fui un peu avant. Je peux que regretter cette situation, je ne peux pas soutenir qu'on puisse faire ce qu'on a fait aux ambassadeurs. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc, vous allez comprendre que la situation n'est pas sous contrôle ni à Kinshasa, ni à l'est du pays, nulle part. Le seul endroit où la situation est sous contrôle, c'est là où les gardes républicains sont en train de surveiller Fachi Béton, là où les gardes républicains sont en train de surveiller Maman Marthe, là où les gardes républicains sont en train de surveiller les minerais de Chulombo, dans ce carré minier au Katanga. Je vais vous déballer toute la vérité sur la défaite de Ville de Goma. La ville de Goma a été tenue par des positions des Sud-Africains, des casques bleus de Botswana, des Uruguayens, mais aussi des mercenaires russes, des Wazalendo et nos FARDC. Alors, le premier dysfonctionnement, c'est qu'il est au centre opérationnel. En fait, le gouverneur militaire qui était censé être le représentant du chef de l'État au niveau de la province du Nord Kivu n'a même pas géré les opérations de guerre qui se mènent au Nord Kivu. Donc, chaque commando, les Russes, ils ont l'air dirigeants, ils obéissent aux ordres que Félix Tshisekedi leur donne. Les gardes républicains, ils ont l'air dirigeants et aussi ils obéissent aux ordres que Félix Tshisekedi leur donne. Mais les Wazalendo également, que ce soit les casques bleus, et tout le monde était en débandade totale. C'est pour cela que vous avez vu, avant que le gouverneur soit mort, il fait une sortie où il dit que nous sommes l'instrument de la politique. Nous n'obéissons qu'à ce que la politique nous dicte. Donc, il obéit aux ordres que Félix Tshisekedi lui a donnés. Mais quels sont ces ordres que Félix Tshisekedi lui a donnés? Félix Tshisekedi lui a donné des ordres. Lorsque vous êtes au front, vous repérez l'ennemi, il ne faut pas tirer. Avant de tirer, informez-moi. À chaque fois que le gouverneur fait rapport, le gouverneur a des ordres de ne pas tirer. Il y a une vidéo qui circule, qui est même sur ma page, où le gouverneur va sur le terrain. Il dit, on m'a donné l'ordre de ne pas tirer, de venir seulement constater l'application du cessez-le-feu. Oui, parce que c'est ça l'ordre qu'on lui a donné. Alors, le gouverneur, quand il dit ça, ce sont déjà des faiblesses de l'État. C'est vrai, il ne devrait pas révéler ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, il est parti. Nous, on se rend compte de cette révélation-là. Elle est très précieuse pour comprendre toute la cacophonie qui se joue dans cette république, dans le régime de Félix Tshisekedi, dans la gestion des opérations de guerre. Vous ne pouvez pas imaginer que la province du Nord Kivu, elle est en état d'urgence depuis bientôt 4 ans. Comment une province qui est en état d'urgence, aujourd'hui peut être en rupture de munitions, en rupture des rations des militaires, et puis les militaires qui sont au front, je l'ai dit hier, on leur donne 11 $ de prime pour aller combattre. Vous comprenez un peu ici? Vous comprenez comment votre pays est géré? Un ministre, lorsqu'il fait un voyage à l'étranger, on lui paye 3 000 $ par jour. C'est ça l'argent des frais d'émission. Lorsqu'il est au Congo, les frais d'émission par jour, il a 1 000 $. Ça, c'est un ministre. Mais un soldat, on lui donne 11 $. Pour toute sa vie qu'il va sacrifier au front, on lui donne que 11 $ de prime. Ici, je ne dénonce pas des choses que je ne maîtrise pas. Je maîtrise ces choses-là, c'est pour cela que je vous l'ai dit. La deuxième chose qui a fait tomber Goma, lorsque le gouverneur Chirimwami meurt, le président devait se prononcer et prendre des dispositions urgentes. Parce que ici, je dois vous révéler que Chirimwami n'a pas été tué par les Rwandais. Chirimwami a été tué par les Congolais. Les ordres sont venus de Kinshasa. Parce que Félix Tshisekedi se dit, mais comment il peut révéler il peut dire une telle révélation? Nous sommes en temps de guerre. Donc là, il est en train de prouver que moi, je suis faible. Allô, abattez-les. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le gouverneur, il est allé au front. Il a mobilisé les troupes pour combattre les rebelles à Sake. Mais quand il est parti, on l'a tué. Et puis, tous les morales des militaires qui étaient au front, ça s'est découragé. On a vu ça qui est en train de tomber, ça qui tombe, mais le gouvernement a communiqué ce jour-là. Le jour où ça qui a tombé, le gouvernement a communiqué.
Il nous a rassuré que toutes les dispositions sont prises. Ça qui est sous contrôle. Vous comprenez? Nous ne jouons pas avec tout ce que nous faisons comme travail. Parce que nous savons le niveau de risque que nous prenons. De venir dénoncer les autorités qui sont au sommet de l'État. Ce sont des gens puissants qui ont l'argent, qui sont accompagnés avec des services. Mais moi, je peux vous dire qu'un seul mot. La République, ça appartient à 110 millions de Congolais. Et je l'ai toujours dit en tant que juriste, l'État est géré que par la loi. Vous ne pouvez pas gérer l'État avec les états d'âme. La loi qui donne des prérogatives à chacun, à chaque membre du gouvernement, à chaque citoyen d'agir en vertu de la loi. C'est ce que la loi prévoit. Nous, c'est de notre devoir de rappeler Félix Tshisekedi. Parce que nous avons une expression libre. Si déjà notre expression est étouffée, comme à Kinshasa où on dit aux gens de ne pas commenter sur le 1-23, sinon ils sont directement assimilés aux rebelles. Donc là déjà, l'expression est étouffée. Là déjà, l'article 1er de la Constitution est violé où il dispose que la République démocratique du Congo est un état de droit. Chers compatriotes, rappelez, posez-vous d'abord la question, vous tous qui soutenez toutes ces mesures unilatérales prises par Félix Tshisekedi, rappelez-vous d'abord d'une chose, je vous donne un devoir à domicile. Allez faire des recherches. Que veut dire République démocratique? Allez chercher ça. Laissez seulement Congo, parce que Congo, ça vient du royaume Congo, qui est le royaume, le nom de l'origine de notre royaume, d'où nous venons, d'où nous tirons nos sources. Mais la démocratie, ce n'est pas à nous. Maintenant, posez-vous des questions. Comment nous sommes devenus une république démocratique? Je vous donne des devoirs. Faites des recherches, c'est quoi la république? Faites des recherches, c'est quoi la démocratie? Et quand vous allez trouver ça, vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre au Congo, ce n'est pas ça la République, ce n'est pas ça la démocratie. Parce que la République, ça signifie qu'il y a une forme de gestion qui est partagée. Il y a le président, il doit se retrouver quelque part, à côté de lui, il y a un premier ministre. Les deux doivent jouer un rôle, chacun à ce qui les concerne. Mais aussi de l'autre côté, il y a un parlement. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on a attaqué l'ambassade française en RDC. Immédiatement, spontanément, aujourd'hui même, le ministre des Affaires étrangères de la France a été convoqué en urgence au Parlement pour répondre, pour s'expliquer à la représentation nationale. On doit savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi notre ambassade est attaquée, quelles sont les dispositions que vous avez prises en tant que ministre, parce que le gouvernement agit. Chers compatriotes, nous sommes en temps de guerre, on a perdu ça, que le gouvernement n'a pas agi. On a perdu Goma. Et d'ailleurs, le gouvernement vous fait croire qu'on n'a pas encore perdu Goma. Il étouffe d'abord qu'on ne puisse pas savoir la vraie information. Mais comment on va prendre des bonnes dispositions si on ne peut pas partager la vraie information? Donc j'ai fait cette émission avec beaucoup de colère parce que je sens que les gens qui sont au sommet de l'État, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer. Vous pouvez aller encore regarder le film de Ben Laden. Les jours où il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Vérifiez bien. Le président Bush était dans un autre état. À 11 h, la première avion a touché l'immeuble de World Center. On lui a signalé parce qu'il avait une mission de visiter des enfants à une école. Mais lorsque on lui parlait à l'oreille, il ne pouvait pas paniquer devant les enfants. Il a gardé son calme. Mais son garde du corps a reçu encore deuxième appel. Urgent, on a besoin du président parce qu'ici, c'est lui qui doit nous ordonner qu'est-ce qu'on doit faire. On ne peut pas agir n'importe comment parce qu'il y a un ennemi, nous sommes attaqués. Quand on signale encore au président que nous sommes attaqués, voilà ce qui se passe. Le président devait écourter déjà ce qu'il faisait avec ces enfants-là. Donc toute la journée était prévue qu'il puisse discuter avec les enfants, mais il a coupé. Mais il a coupé ça comment? Il a fait semblant comme si rien n'était. Mais quand il est retourné, la première chose qu'ils ont fait, ils ont pris le président, ils l'ont gardé sous un bunker où il était d'abord en sécurité, où il était maintenant en direct de tous les services opérationnels pour diriger les opérations de guerre, pour savoir la situation, qu'est-ce qui se passe et ordonner les décisions. Et les décisions sont immédiates, chers compatriotes. On perd un général, on ne fait rien. On perd un général, on n'a rien fait. Et vous allez comprendre, on a perdu Massissi, on n'a pris aucune disposition. On a continué à mentir. Nous, on a alerté toujours. Mais eux, ils ont continué à mentir que la situation est sous contrôle. On a perdu encore ça, que la situation était toujours sous contrôle. Même quand on a alerté que nous allons perdre Goma. Parce que c'était imminent. Les rebelles étaient déjà sur place. Ils ont infiltré Goma. Vous n'allez pas comprendre comment la vie est organisée à l'est de la République démocratique du Congo. Les jours où Goma devait tomber,
Et ils ont prévenu ça, et ils ont prévu ça, ils ont prévu que Goma va tomber le dimanche. Ils ont donné un ultimatum au gouvernement de céder Goma, d'ouvrir la porte, sinon ils vont utiliser la force. Le gouvernement était prévenu, c'est ça en fait mon regret ici. Parce qu'on dit diriger c'est prévoir. Mais qu'est-ce que l'État a prévu dans cette situation de crise où nous sommes en train de vivre l'impuissance et l'inefficacité? Nous sommes vraiment en train de vivre notre humiliation la plus débordante. On ne peut pas imaginer que le président n'a même pas dit un seul mot aux Congolais. C'est tout ce qui se passe. Il y a eu 363 blessés hier, c'est France 24 qui nous donne le bilan. Il y a 17 morts, c'est France 24 qui nous donne le bilan. La RCNC est interdite de parler de tout ce qui est information. Mais non, chers compatriotes, là nous ne sommes plus. Qui sommes-nous réellement? C'est ça que j'ai dit ici. Allez faire des recherches et dites-moi, c'est quoi la République? Parce que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Laissez seulement Congo, faites la recherche, c'est quoi la République? Faites la recherche, c'est quoi la démocratie? Donc si déjà nous ne réunissons pas ces conditions-là, nous ne sommes pas une république, nous ne sommes pas une démocratie. Quand vous lisez l'article 24 de la Constitution, ça donne la liberté, ça donne les droits, les prérogatives aux professionnels des médias de diffuser les informations qu'ils doivent traiter avec toute impartialité. On ne doit pas se mixer dans leur profession. Et ils ont le devoir d'aller filmer même là où on est en train de faire la guerre. Ils doivent avoir les images. Comment on va savoir les plans de l'ennemi? Comment on va analyser une guerre? Parce qu'une guerre, on l'étudie comme à l'école. On est en train d'étudier, non, l'ennemi a pris telle position, l'ennemi a fait ceci, voilà vous, comment vous devez réagir. Non, chers compatriotes. Donc ici, nous sommes en train de vivre une humiliation préméditée. Préméditée, je l'ai dit, les jours que les rebelles sont entrés à Goma, Goma est tombé. C'est vrai, je suis congolais. Pour l'amour du Congo, ça m'a fait mal. Mais en regardant tous ces mensonges qui sont propagés au nom de Tshilombo, avec tous ces projets de changement de constitution, je me suis dit, il faut que Goma tombe, afin qu'il se rende compte qu'il a amené le pays à un danger où le pays risque de ne pas s'en sortir. Parce qu'il a commis de manière successive plusieurs fautes. Vous n'allez pas comprendre combien de fautes il a commis pour qu'on arrive jusqu'ici. Et tous les Congolais qui savent réfléchir comme moi doivent se poser la question, comment un président de la République a invité les M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Ils ont tenté de négocier, ça n'a pas réussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tenté de négocier? Posez-vous des questions comme moi. Qu'est-ce qu'ils ont négocié pendant ces 14 mois? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puisque le président ne nous a jamais dit la vérité sur ce qu'ils ont négocié, ce qui n'a pas réussi. Alors, nous allons croire quand même la version de Willy Ngoma. Parce qu'on dit toujours le débat, il est contradictoire. Il faut un débat contradictoire. Toi, tu donnes tes arguments, l'autre vient aussi, il contredit. Comme ça, nous, le peuple congolais, nous devons savoir sur notre pays, ceux qui sont les décideurs, quelles sont les décisions qu'ils prennent. Qu'est-ce qui influence les décisions qu'ils prennent? À chaque fois qu'il a fait les chantages, avec tous les mensonges de diplomatie, tout. Ça n'a pas marché, peuple congolais. Moi, à chaque fois que le président dit et il réaffirme qu'il ne va pas négocier avec les rebelles, je l'ai toujours dit. Je peux être d'accord avec lui sous une condition, je peux ou ne pas être d'accord avec lui sous une condition. Alors, je vous dis d'abord la première décision. Je suis d'accord avec lui, mais sous condition que le FARDC soit fort sur le terrain. Il faut qu'il soit capable de chasser l'ennemi sur les territoires occupés. Parce que déjà, on ne va pas négocier, oui. Mais si on ne les chasse pas, donc notre souveraineté est aliénée, notre territoire est occupé. Donc nous ne sommes pas un pays souverain. Notre indépendance nationale est menacée. Notre intégrité nationale est menacée. Pourquoi? Parce que l'État est inefficace. Quand on parle de l'État, on voit le pouvoir public, on voit la force publique, on voit les armes maintenant qui devaient réagir pour répondre au Rwanda. Si le Rwanda a frappé chez nous, qu'est-ce qui manque? Nous aussi on frappe. Puisque le président avait prévenu qu'il va frapper à partir de Goma. Vous comprenez ainsi? Donc à partir de Goma, il ne peut pas frapper parce qu'il n'y a rien. Donc chers compatriotes, vous allez comprendre que le temps est vraiment délicat. Il faut que l'État soit très sage dans les décisions qu'ils vont prendre parce que là, nous sommes en train de vivre notre humiliation la plus débordante. Les gouvernements, lorsque la vie de Goma a été menacée, le gouverneur, le vice-gouverneur, il prend quelques hommes avec lui, les officiers, il fuit. Mais quand il va fuir, il va à Sidi Kivu. Lui, il arrive au Sidi Kivu, mais l'équipe qui lui a accompagné, qui était composée de plus de 500 hommes, sont des officiers pour la majorité. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils étaient arrêtés par l'armée rwandaise. Pourquoi l'armée rwandaise les a arrêtés? C'est parce que l'armée rwandaise a
une marine navale qui est beaucoup plus sophistiquée que la nôtre. Donc nous n'avons aucune disposition pour que l'armée navale, les forces maritimes puissent réagir à de telles situations. On n'a fait que regarder avec toute impuissance nos militaires qui étaient déjà à bord d'une barrière pour aller à Sidi Kivu. Ils étaient arrêtés. On les a livrés à l'ennemi. L'ennemi les a désarmés. C'est eux qu'on est en train de voir les images qui sont en train de circuler, qu'ils ont déposé ils ont demandé leur protection au Rwanda. Ils ont déposé les armes. Ce n'était pas volontaire. On les a arrêtés sur les lacs Kivu. Ils voulaient fuir. Déjà, les centres opérationnels de commandement n'étaient plus opérationnels. Il n'y avait plus personne pour diriger les troupes qui étaient sur le terrain, qui n'étaient même pas au courant que leurs commandos, leurs chefs, ils ont fui. Voilà comment on a laissé Goma, on a abandonné Goma. Jusqu'au jour où nous parlons, nous pouvons tous comprendre que le gouverneur Chirimwami, lui, il est mort. Mais le vice, celui qui a assimé l'intérim, il a fui. Il n'est pas sur le terrain. Pour l'instant, nous parlons, donc nous pouvons dire, s'il n'est pas aussi du Kivu, en tout cas, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour les autorités? Vous devez comprendre, comme Moïse Nzangi l'a dit, nous ne pouvons pas ravitailler les villes de Goma aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons plus l'aéroport de Goma. C'était le seul moyen de prendre la logistique, les munitions, et tout ce qu'il faut fournir à nos militaires. Donc, c'était le seul moyen de les apporter les ravitaillements. C'était l'aéroport. Alors, les rebelles ont pris le contrôle de l'aéroport. C'est Moïse Nzangi qui le confirme. Pourquoi? Parce qu'il dit bien que l'ennemi a pris les décisions sur nous. C'est vrai que les FARDC contrôlent plusieurs positions, mais les positions stratégiques sont beaucoup plus importantes dans cette guerre. Parce que la guerre, c'est quoi? Il faut garder le contrôle sur les positions stratégiques, sur les symboles d'État. Il faut garder le contrôle sur les infrastructures qui vont permettre à ton adversaire de te faire du mal. Donc les seuls moyens les plus pertinents à l'État de ravitailler ces militaires, c'était l'aéroport. Mais l'aéroport n'est plus opérationnel. Le lac Kivu, il est bloqué aussi par les militaires rwandais qui sont en train de surveiller toutes les embarcations congolaises. Ils vont abattre ça. Nous avons aussi l'axe Minova qui est occupé par les rebelles. C'est pour ça que vous avez vu que les rebelles, ils ont contourné d'abord la ville de Goma. Ils sont allés occuper Minova. Mais c'était stratégique. C'était stratégique parce qu'ils savent que Sidi Kivu peut ravitailler Goma. C'est pour cela qu'ils ont coupé les liens. Ils ont coupé encore les liens au niveau de Sake. Ils ont encerclé d'abord la ville de Goma. C'est pour cela que quand moi j'avais alerté que la ville de Goma va tomber, c'est parce qu'on avait des informations que les rebelles ont occupé déjà tous les points stratégiques et ils ont utilisé une méthode d'encerclement. Et quand ils ont encerclé, les FARDC ont résisté. Mais sauf que cette résistance ne pouvait pas durer longtemps parce que les rebelles, les Rwandais, continuaient à entrer dans les postes frontaliers à Gisenyi, autres, tout comme vous le savez. Donc à l'heure actuelle, comme Moïse Nzangi nous a bien dit qu'on lui a posé la question. Et si les Rwandais, il a ravitaillé ses hommes, mais pourquoi nous, est-ce que nous, on ne peut pas ravitailler nos hommes? Il dit, mais non, on ne peut pas parce que tous les axes de ravitaillement sont coupés. Vous comprenez? Donc, vous et nous, nous sommes des civils. Moi, je fais seulement les analyses lorsque les choses sont déjà déroulées. Je ne fais pas les analyses pour les choses qui vont venir. Pour les choses qui vont venir, là, je donne un avis ou bien je fais une réflexion. Mais l'analyse par rapport à tout ce qui a occasionné la fragilité des opérations des FARDC, c'est ce que j'ai donné ici. C'est-à-dire les commandants opérationnels, et ils ont fui, ça c'est un. De deux, les ravitaillements, la logistique n'a pas marché. Il n'y a pas moyen d'emmener les munitions aux militaires, aux Azalendo et FARDC qui sont au front. Donc dès que ces moyens-là ne fonctionnent pas, c'est déjà un autre moyen aussi de perdre la guerre. On n'a pas dit ici qu'on a perdu. Mais on est en train de perdre peut-être des batailles. Alors, qu'est-ce qui va venir après? Ce qui va venir après, c'est ce qui est préconisé dans l'article 83 de la Constitution. Qu'est-ce que cet article nous dit? Nous allons voir ça ensemble afin que nous puissions comprendre que tout est prévu par cette Constitution et que rien ne peut être fait sans elle. Qu'est-ce qui est prévu à l'article 83? Il est dit ici, le président de la République et le commandant suprême des forces armées, il préside le Conseil supérieur de la défense. C'est quoi le Conseil supérieur de la défense? C'est cet organe-là que l'État a prévu pour gérer tout ce qui est la sécurité du pays, la défense du territoire national,
où il y a vraiment les hauts conseils de tous les militaires, de tous les services intelligents de l'État, les services de sécurité et tout comme ça. Alors, le président, il doit s'asseoir avec ces gens-là. On a vu les jours où on a perdu notre gouverneur, ce conseil a été présidé par Félix Tshisekedi. Mais quelles sont les décisions qui ont été prises? Toi et moi, on ne sait pas. C'est vrai, ce sont des secrets de défense qui ne sont pas censés être révélés. Mais nous, on doit voir ça que par les actes. C'est-à-dire que après ce conseil-là, on devait avoir vraiment des actions concrètes après 48 heures. Donc pour dire que 48 heures après, parce qu'ils ont fait l'annonce, c'était je crois le samedi, mais aujourd'hui nous sommes déjà le mercredi, et nous avons vu l'inefficacité. La ville de Goma est tombée le dimanche, parce que les rebelles étaient déjà à Goma, présents à Goma le dimanche à 18 heures. Mais sauf que ils avaient des infos, mais ils n'ont pas contrôlé toute la ville, ça c'est vrai. Les FARDC n'avaient pas aussi dit leur dernier mot, ça c'est vrai. Alors, mais ce qui est seulement, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est que l'État ne nous a pas montré vraiment sa vraie détermination à défendre la patrie. Il ne nous a pas montré sa vraie stratégie, quelles sont les décisions qui ont été prises. Et cette décision, jusqu'ici, nous pouvons dire que ça n'a pas marché. Parce que la situation telle qu'elle est sur le terrain, elle a besoin d'une réactivité. Ça doit être rapide, ça doit être spontané. Ça ne peut pas attendre pendant longtemps. Ça ne peut pas attendre pendant longtemps. Donc, vous imaginez que si on perd Goma, il y a possibilité qu'on perd le Sud Kivu, il y a possibilité qu'on perd le Maniema, il y a possibilité qu'on perd les Katanga. Et dans toute sa superficie, la RDC, lorsque vous perdez cette partie-là, donc, je ne peux même pas dire qu'est-ce qui va s'en suivre. Ça montre déjà que même les militaires, soit ils vous ont trahi, soit vous avez échoué à la coordination, soit vous avez échoué au commandement, parce que c'est vous le commandant suprême des forces armées. Tu vas écouter tous les experts militaires, tu vas écouter le Conseil supérieur de la défense, chacun va donner son intelligence par rapport à la guerre. Et vous allez prendre des décisions qui sont censées être efficaces en ce moment-là. La raison pour laquelle le président de la République ne doit pas parler n'importe quoi, n'importe quand, à tout moment. Il parlait de Paul Kagame comme un petit du tout. Il ne parlait pas de Paul Kagame comme un chef d'État. Vous imaginez? Moi, je ne dis pas ici qu'il doit le respecter, mais au moins, il doit savoir qu'il doit avoir un langage diplomatique lorsqu'il est en face de... Lorsqu'il est en face des officiels. Parce que Paul Kagame, c'est un officiel. C'est son collègue président de la République du Rwanda. Et quand vous allez regarder dans tous les comportements de Félix Tshisekedi, il faisait vraiment beaucoup de chantage, beaucoup de sabotage. Il parlait de la guerre, c'est comme si il a déjà vécu la guerre. Je ne sais pas, il a vécu ça en tant que civil ou bien en tant que président. Je ne crois pas en tant que président parce que la première guerre vraiment véritable qu'il est en train de vivre en tant que président, c'est celle-ci. Quand on a perdu Bunagana, il trouvait ça normal, puisque c'est Bunagana. C'est juste un territoire, un poste frontalier, voilà. Ce n'est pas une très grande ville. Mais maintenant, c'est Goma, chers compatriotes. Vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses à Goma. Il y a beaucoup de choses à Goma. D'ailleurs, Goma, c'est vraiment stratégique pour la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas révéler ici par rapport à Goma, parce que nous sommes en temps de guerre. Donc, moi, ce que j'ai retenu par rapport à la défaite de la ville de Goma. Mais alors, pour les événements qui se sont passés à Kinshasa, premièrement, je condamne d'abord les actes qui ont été posés. Ce ne sont pas vraiment des bons actes, ce sont des actes barbares. Moi, je dis très bien, la population congolaise, je sais réellement la colère que vous avez en vous. Mais cette colère-là ne doit pas se déverser sur les ambassades, parce que nous aussi, on a des représentations dans ces pays-là. Vous imaginez ce que vous avez fait au Rwanda, je peux comprendre, parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais quand vous faites ça aux autres pays, la France, ou aux États-Unis, la Kenya, mais vous allez nous dire non, tous ils sont complices. Est-ce que vous avez des preuves qu'ils sont complices? Vraiment, il faut qu'on ne traite pas ces sujets avec beaucoup de légèreté. Notre pays n'est pas à un stade où il doit commettre encore beaucoup de fautes. Si nous avons raison dans cette histoire, il faut qu'on garde notre bande, il faut qu'on garde notre raison, il faut qu'on préserve les droits. Il faut que les droits priment sur les actes barbares. Les autres pays ont un mauvais souvenir pour le Congo. Je ne peux pas rappeler ça ici. C'est quoi les mauvais souvenirs qu'ils ont pour le Congo? Parce qu'en 93, si je ne m'abuse pas, 93 ou 92, les pillages là, il y a un pays qui a perdu son ambassadeur dans les pillages de 93, bien 92. Alors, ils ont déjà un mauvais souvenir par rapport à ça. Nous, on n'a pas encore perdu notre ambassadeur
dans un autre pays dans tels actes. Mais d'autres pays ont perdu leur ambassadeur chez nous. Mais encore beaucoup plus, le Congo a vu mourir une autre grande personnalité qui était secrétaire général des Nations Unies. Au Congo, je crois, à 60 ou 61. Il est mort par un crash d'avion et tout consort. Donc, il est venu en mission au Congo et puis il a fait un accident. Il y a beaucoup de choses. Il y a Biarimana qui est venu voir Mobutu. Il est rentré, son avion a été abattu, il est mort. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Il faut vraiment qu'on sache où mettre nos pieds et qu'est-ce qu'il faut faire. Les actes héroïques que vous devez poser, vous devez protester. Quand vous protestez, vous devez porter un message. C'est vrai, vous avez fait ça avec beaucoup de colère, mais moi, j'estime que cette colère-là, vous devez la déverser chez les membres de votre gouvernement, chez les autorités de votre pays. Vous devez déverser ça à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que chaque pays a ses représentants, chaque pays a ses autorités. Ce sont ces autorités-là qui ont la responsabilité de donner des solutions à vos problèmes. C'est Félix Tshisekedi, c'est son gouvernement, c'est Vital Kamerhe, c'est Bahati Lukwebo, c'est Samuel Konde, c'est Madame Judith Soumina. C'est eux que vous avez élus. Il paraît que vous avez fait des élections en 2023. Donc, les personnes là, ils vous ont promis des choses. C'est eux que vous devez faire la pression. Tous les pays du monde que vous voyez, chaque pays a ses intérêts à lui. Le Congo aussi a ses intérêts. La seule chose ici qu'on se rend compte que le Congo, lui, c'est le seul pays qui ne peut pas défendre ses intérêts. Pourquoi? Parce que nous avons une classe politique corrompue. Pourquoi aujourd'hui, on a vu les choses qui se sont passées à Kinshasa. Mais on invite un ministre des Affaires étrangères pour venir s'expliquer. Mais chez nous, déjà, il y a une agression, il n'y a rien. Le ministre de la Défense, d'ailleurs, il n'est pas visible. Il ne se voit pas, il n'agit pas, il ne parle pas, il ne fait rien. Et puis, on est en train de sentir vraiment que ces gens, ils sont tous à Kinshasa, ils ne font absolument rien. Tout ce qu'ils font, c'est afficher des communiqués. Soutien au FARDC, soutien. Mais soutenez encore la Constitution, au lieu de soutenir les FARDC. Soutenez d'abord la Constitution. Parce que le temps que vous avez perdu à défendre les projets du changement de la Constitution, ce temps-là aurait été exploité pour équiper notre armée, pour réfléchir comment résoudre les problèmes des Congolais. Tout ça, ça veut dire que vous n'avez pas capitalisé. Et quand vous n'avez pas capitalisé en facteur temps, vous allez perdre beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas pour rien on dit que le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent parce que si vous n'utilisez pas votre temps à bon escient, vous allez perdre beaucoup de choses. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Tout le temps que le président Félix Tshisekedi a passé pour des voyages inutiles. À chaque moment, je le dis, ce sont des voyages inutiles dans un vaste programme, des promenades inutiles d'ailleurs. Ce ne sont même pas des voyages, parce qu'un voyage, il doit avoir une mission. Mais quelle est sa mission lorsqu'il a fait le tour du monde? Il a vu tout le monde, lui-même l'a dit. Donc il ne regrette rien dans son premier mandat, parce qu'il a fait le tour du monde, il a vu tous les dirigeants qu'il voulait voir, il a pris des photos, il garde ça dans son agenda. Nous devons être prudents dans les actes que nous allons poser. Tous les Congolais qui m'écoutent, ils doivent être prudents. Le pays, il n'a pas une bonne situation qui lui permette de peser sur le plan mondial, même sur le plan diplomatique. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas en train de peser. Lorsque l'Ukraine a été attaquée, les sanctions étaient immédiates. Mais ne me demandez pas pourquoi les sanctions étaient immédiates. Pourquoi nous, les sanctions ne sont pas immédiates. Donc vous allez comprendre que dans les dessous des cartes, nos dirigeants sont coupables de beaucoup de choses qu'ils ont signé, qui ne nous ont jamais révélé. C'est ça qu'en fait qui fragilise notre position aujourd'hui. Félix Tshisekedi ne vous dira jamais qu'il avait un accord avec les rebelles, avant même qu'il soit en pouvoir. Et tout ce qu'il a promis aux rebelles, c'est ça que nous, peuple, nous sommes en train de payer avec les Congo. Parce que les M23, ils étaient défaits à l'époque, ils étaient défaits. Ils n'étaient plus un mouvement politico-militaire. Parce que Joseph Kabila avec les FARDC ont vaincu le M23 en 2013. Vous imaginez? Imaginez que nous sommes en 2019, lui il gagne, il est nommé président, il fait venir le M23. Ils ont fait 14 mois. Il y a des photos partout, les Israéliens tombent avec les membres du M23. Alors, à ce titre, tellement nous sommes, comme on dit, que les accords, là où tu as posé ta signature, même si tu l'as réuni, mais même Dieu, il va te corriger. Il va te faire payer les conséquences de ta trahison. Parce que toi, tu as déjà adhéré à quelque chose, tu as posé ta signature, tu as donné ton accord,
Tu as mis ton honneur en jeu. Mais lui, il croit que, comme il trompe déjà le peuple congolais, il peut tromper tout le monde. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Si la communauté internationale ne les soutient pas, parce qu'eux, ils sont au courant que lui, il a des accords. Et d'ailleurs, c'est plusieurs accords. Ce n'est pas seulement un seul accord. Il a un accord avec Kabila, il a un accord avec Paul Kagame, il a des accords avec le Kenya, parce que c'est là où ils sont allés signer leur charte avec Vital Kamerhe. C'est là où ils ont fait leur première déclaration, lorsqu'ils ont trahi le groupe de Lamuka. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, comme je l'avais dit, le temps ne sera pas tellement long avec ce direct. C'était juste pour expliquer des situations difficiles et compliquées. La perte de la vie de Goma, mais aussi la réaction, manifestation de colère, les actes de pillage, de sabotage à Kinshasa avec nos citoyens. Vraiment, je suis déçu. Je ne peux pas vous encourager à faire ça aux ambassades. Parce que nous aussi, on a des ambassades partout dans le monde. De la même manière, il y a des accords bilatéraux où votre ambassade, on les respecte. Vous aussi, vous faites la même chose pour l'ambassade de l'autre. L'ambassade, ça signifie déjà que vous avez cédé cette partie-là à ces pays-là. Il est souverain à cet enclos-là, là où se trouve l'ambassade. Vous ne pouvez pas y accéder parce que c'est une autre nationalité. Quand vous entrez seulement dans l'enclos de l'ambassade du Rwanda, il faut que lui-même, l'ambassadeur, puisse vous ouvrir la porte. Si vous entrez déjà par force, donc vous avez violé ce qu'on appelle les accords diplomatiques. Alors, réfléchissez aujourd'hui. Vous avez violé combien des accords diplomatiques? Vous êtes allé toucher même la plus grande puissance du monde. Il ne faut pas jouer avec les faits. Donc aujourd'hui déjà, si nous sommes en train de peiner avec les Rwandais et les M23, et si vous jouez encore avec les États-Unis, plusieurs choses peuvent se passer en un seul instant. Ils n'ont pas un gentil président pour l'instant quand nous parlons. Trump, ce n'est pas monsieur qui est gentil. Il n'est pas très gentil du tout. Il faut que vous soyez prudent. Moi, je vous dis, parce que nous avons vu les décisions qu'il est en train de prendre. Le canal de Panama, ça appartient au Panama, mais il a décidé, il veut annexer ça à l'Amérique. Il est en train de travailler pour annexer le Canada. Il est en train de travailler pour annexer le Groenland. Mais il a déjà refoulé les Brésiliens. Les Brésiliens, d'ailleurs, quand il les a refoulés, ils sont partis menotter. Donc, n'essayez pas ce que vous faites là. Vos frères et sœurs sont aux États-Unis, ils sont bien protégés. Ils ne sont pas inquiétés. Ça ne veut pas dire que les États-Unis n'ont pas de problème, mais ils ne protestent pas leur colère en posant les actes que vous avez posés. Vous avez une grande communauté aux États-Unis, une très grande communauté qui est aussi respectée, qui vit très très bien dans ces milieux-là. Alors, pensez à vos frères, à vos sœurs qui sont à l'étranger. Sinon, le traitement ne sera pas très bon. Il y a des gens qui ont des dossiers qui sont en cours. Les dossiers ne seront plus traités parce que l'ambassade est fermée momentanément. Et quel sera le prix à payer pour l'État congolais afin que le climat redevienne normal? Ça, je ne vous le garantis pas parce que je ne maîtrise pas les dessous des cartes, comment les choses vont se passer. Les décisions que vous avez prises, tout ce que vous avez fait, les conséquences peuvent être néfastes instantanément. Je dis bien instantanément parce que c'est dans l'immédiat. Ces pays-là, ils ont des moyens, des capacités d'agir. Même quand vous faisiez les actions là, ils avaient des capacités d'agir. Si vous ont laissé brûler, vous êtes dans votre pays, ils vous ont compris. Mais ne pensez pas que vous êtes fort quand vous avez brûlé l'ambassade de France, vous avez brûlé l'ambassade de Rwanda, vous avez brûlé l'ambassade de Kenya, vous avez vraiment... Pourquoi vous faites tout ça? On n'a pas de problème avec le Kenya, on n'a pas de problème avec la France, on n'a pas de problème avec les États-Unis. Moi, je vous ai toujours dit, le premier problème que nous avons, c'est nos dirigeants, nous. C'est eux qui sont censés être en première ligne pour défendre les intérêts congolais. C'est-à-dire que quand déjà tu poses ta candidature pour être président, tu dois te dire d'abord, est-ce que je suis capable de parler au nom du peuple congolais? Est-ce que je suis capable de tenir tête face au monde entier, aux dirigeants du monde, les gens qui sont puissants, très puissants? Vous comprenez? Donc c'est pour cela que quand nous faisons des élections, ne prenez pas ça comme un moment qui doit se passer seulement comme ça, comme de la blague, où on organise la tricherie et puis tout s'arrange comme à Moupompa. Non, ce sont des moments où on doit faire des choix, des très bons choix. Parce que ces choix-là, c'est ça qui va diriger notre pays dans les 5 ou les 10 prochaines années. Rappelez-vous aujourd'hui la décision que vous avez prise en 2018. Si ça nous a aidé jusqu'en 2023, je crois que non. La décision que vous avez prise en 2023, est-ce que ça nous aide aujourd'hui? Je crois que non. Raison pour laquelle il faut que vous soyez prudents.
Là où vous avez touché, vraiment c'est dangereux. Alors, je termine avec le dossier de Goma. Parce que Goma est déjà parti. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que je dois toujours donner une proposition, ce qui est beaucoup plus important au moment où le pays est déjà sous les menaces de la balkanisation, sous beaucoup de menaces. Alors, les gouvernements, toutes les autorités, la première chose, gardez d'abord les autres positions que vous occupez en dehors de Goma. Et puis, réorganisez-vous rapidement. Si vraiment il y a des munitions à Kinshasa, il y a des munitions un peu partout, en tout cas, faites tout ce qui est à votre possible et réorganisez tout ça. Faites d'abord en dehors de Goma. Protégez d'abord les autres parties en dehors de Goma, je dis bien. Même si vous allez mener des opérations pour récupérer Goma, la décision vous appartient. Mais nous, on vous demande, on alerte que si les autres positions ne sont pas bien tenues, on va encore les perdre. On reviendra ici pour plénicher. C'est comme si nous sommes destinés à plairer. On va continuer à faire couler des larmes chaque jour. Les jours où Goma a été pris, d'ailleurs, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé toute la journée et toute la nuit. Vous imaginez? J'avais fait presque 48 heures et je n'ai dormi que pendant 3 heures. Je ne dis pas que c'est beaucoup trop important que je dorme. Mais à ce moment-là, on a besoin aussi d'avoir des bonnes nouvelles de votre pays. Nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos cousins et tout le monde qui sont à Goma. Comment voulez-vous qu'on puisse seulement être indifférent comme ça? On s'en fout et puis on voit tout ce qui se passe comme c'est normal. Mais non. Et si c'était à Kinshasa? Si c'était à Kabeyagamoang, est-ce que Félix Tshisekedi va dormir comme il dort? Si c'était à Limité chez Maman Marthe, il va dormir. Imagine la bombe tombe chez Maman Marthe, comme c'est tombé dans les camps de déplacés. Soyez vraiment des responsables, le gouvernement. Vous avez toutes les possibilités de financer, même à distance, les organisations de la société civile qui sont sur place pour assister les déplacés. Ils n'ont pas des endroits où dormir, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas comment avoir des soins. J'ai vu les militaires congolais qui sont en train d'être soignés par les rebelles de Rwanda, parce que je les appelle les rebelles. Mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites pour nos blessés, pour nos morts, pour nos militaires, ceux qui sont encore sur le terrain, qui ont un sentiment d'abandon, qu'ils sont un peu abandonnés. Mais je vous dis que vous n'êtes pas abandonnés, que votre gouvernement, je crois sincèrement qu'ils vont agir, parce que c'est obligatoire maintenant. On doit sentir maintenant qu'on a un chef. Si déjà Félix Tshisekedi continue avec le silence, ce silence risque de l'emporter. Parce que la deuxième fois que la population va se lever, ça sera plus contre la MONUSCO, ça sera plus contre les ambassades, ça sera contre toi. Il faut savoir que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est toi qui es visé. C'est toi qui as décidé de ne pas négocier avec le 1v3. Parce que moi, je l'ai dit, notre constitution permet au président de la République de signer un traité de paix. C'est ça un traité de paix. La première chose qu'il faut viser d'abord, c'est la paix. Parce que les armes, on les fait parler lorsque les négociations ont échoué. Mais maintenant, on ne peut pas privilégier cette option-là parce qu'on constate dans cette option-là, on n'est pas du tout fort par rapport à l'ennemi. Je n'ai pas dit que le Rwanda est plus fort que nous, mais sauf qu'eux, ils anticipent des opérations. Nous, on n'anticipe pas. Nous, on est toujours sur la défensive. À chaque fois, les Rwandais entrent d'abord, après nous, on commence à réagir. Non. Notre territoire est censé être protégé dans toutes ses frontières. C'est-à-dire qu'il y a des présences militaires. Où l'ennemi, quand il vient, il voit, non, il n'y a pas moyen d'entrer. Il laisse, il n'y aura plus la guerre. Mais pourquoi vous laissez toutes les frontières libres et l'ennemi entre comme il veut? Et après, on commence à plénicher à tout le monde, à courir au monde entier. Non, aidez-nous, aidez-nous, nous sommes agressés. Non, vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires pour protéger votre pays. Si je suis président, c'est facile. On clôture ça, on met une clôture de 5, hauteur de 5 à 10 mètres, c'est tout. Et puis, on met ça des barbelés électriques. Comme ça, quand vous touchez, vous mourrez directement. On aura moins de problèmes. Ça coûte combien pour l'État congolais qui a beaucoup d'argent comme ça, que Félix Tshisekedi est en train de voler chaque jour? Si ça va coûter 1 milliard, mais clôturez ça. Vous clôturez à partir de Ouélé jusqu'à Katanga là-bas. Clôturez même jusqu'à Angola, tout. Clôturez même tout autour de notre pays. C'est possible. Donc nous ne devons pas passer notre temps à plénicher tout le temps. Nous devons prendre les dispositions nécessaires qui permettent à l'État de fonctionner normalement. Rappelez-vous toujours que vous êtes... vous assurez par votre arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Donc si on voit déjà un dysfonctionnement dans les pouvoirs, dans les services publics, donc on sent réellement que celui qui est censé assumer ce rôle-là, il n'a pas fait son devoir.
C'est pour cela qu'il y a un dysfonctionnement dans les pouvoirs publics, dans les services publics. On voit l'armée, il y a un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que son commandant n'a pas joué le rôle qui est le sien d'être le commandant suprême des forces armées. Il n'a pas commandé, il n'a pas dirigé, il n'a pas donné de décisions. Excusez. Et surtout des bonnes décisions. Parce que le général Peter Chiramouane, il nous a déjà averti que l'armée, c'est l'instrument des politiques. C'est ça, en fait. C'est là où l'armée est morte. L'armée, elle est morte. L'armée ne peut pas être l'instrument des politiques. L'armée, c'est un service public de la République. C'est pas pour rien on appelle les gars des républicains. Parce qu'il y a un mot République. C'est pour cela que je vous ai donné un devoir d'aller faire des démarches, des recherches, de savoir c'est quoi la République. Et vous comprendrez que si nous sommes une République, nous ne pouvons pas être dirigés de la sorte. Cherchez aussi c'est quoi la démocratie. Vous saurez aussi que dans une démocratie, il y a une liberté d'expression et d'opinion. Il y a une impartialité dans le traitement des informations. Ce n'est pas que parce que ça concerne l'État congolais, on ne peut pas en parler. Ce n'est pas que parce que l'État congolais est en train de perdre face aux rebelles, que les journalistes, s'ils en parlent, ils sont complices. Mais non. Et ils sont dans une profession où ils doivent informer l'opinion. Donc, il doit traiter l'information, il doit être rationnel et surtout sincère pour vous dire que ce qui se passe sur le terrain, il ne doit pas être formé pour vous dire des mensonges. C'est ça que nous devons retenir ici. Si déjà nous sommes en train d'emprunter la voie qui fait que le peuple congolais ne soit informé que par des communiqués de fake news. Les communiqués de fake news, c'est que M. Mouyaya a fait le samedi avec un général d'armée. D'ailleurs, ce général nous a dit que la guerre n'a pas encore commencé. La vraie guerre va commencer. Depuis que nous attendons. C'était samedi, aujourd'hui nous sommes mercredi et jeudi. Toujours la vraie guerre n'a pas encore commencé. Général et moi, Goma est tombé. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, peuple congolais, merci beaucoup d'être nombreux à suivre notre direct. Tout notre contenu est sur notre compte YouTube, Journal Officiel Expliqué. Tapez Journal Officiel Expliqué, entrez dans notre site, dans notre compte, vous verrez beaucoup de contenus qui sont créés par nous. Ce sont des contenus pédagogiques, comme je le dis toujours. Pourquoi c'est pédagogique? Mais parce qu'il y a les sens d'organisation, les fondements. Nous, on ne vient pas pour vous dire seulement n'importe quoi, faire des analyses terre à terre. Mais on donne des arguments solides qui sont basés sur les prérogatives régaliennes de votre loi fondamentale. C'est pour cela que j'ai toujours dit que nul n'est censé obéir aux mauvais ordres. Lisez l'article 27 de notre Constitution. Il vous dit que vous obéissez seulement aux bons ordres. Lorsque c'est ce qu'il vous dit, ne parlez plus de 1,23. C'est un mauvais ordre parce qu'il viole déjà l'article 23 et il viole l'article 24. C'est mauvais ordre là-bas. Donc, refusez. Faites ce que la loi vous dit. La loi vous dit, si tu penses que ce que tu vas dire là, tu as la conviction de dire ça pour informer les gens, même par écrit, même par les images, même par des vidéos, même par les réseaux sociaux, même dans n'importe quel canal de communication, faites ça, informez les Congolais parce que la loi te permet. C'est ça que vous devez faire. C'est ça que moi j'ai décidé de faire avec ce que je fais aujourd'hui. Cette émission, elle s'appelle la conscience nationale. La conscience nationale, c'est symbolique. C'est cette attitude qui doit être dans tous les chefs de citoyens. Celui qui aime sa patrie. Lorsqu'il a la conscience nationale, c'est ça qui va lui permettre d'appliquer les lois qui lui sont disposées par la Constitution. La Constitution te dit ne tuez pas. Tu ne vas pas tuer. La Constitution te dit ne volez pas. Tu ne vas pas voler. La Constitution te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, la Constitution nous donne un devoir. La Constitution nous dit, lorsque quelqu'un a pris le pouvoir, ou il a pris le pouvoir par force, ou bien il exerce par force, en violation de la Constitution, vous avez le devoir de récupérer ce pouvoir-là. Vous avez le devoir de faire échec au plan de ces messieurs-là. Alors, qu'est-ce que nous faisons échec ici? Nous avons décidé de faire échec d'abord au plan de Tshisekedi, celui d'aliéner la souveraineté nationale. C'est quoi? C'est parce que tant qu'il va rester là, la République va continuer à être humiliée. On a vu aujourd'hui, on est humilié. On n'est pas humilié parce que la RDC est faible, mais parce que nous avons un dirigeant faible. Ou un groupe de dirigeants faibles. Ils sont corrompus. Au moment où nous, on a d'autres préoccupations, que nous attendons des solutions, il n'y a pas de solution, et ils viennent avec leur propre projet. Un projet qui consiste à récupérer le pouvoir et à le gérer de manière unilatérale pendant même 50 ans, 100 ans, on ne sait pas. De transformer le Congo à une dynastie. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. C'est pour cela que nous avons décidé de vous donner cette émission
qui va toujours parler sur la conscience nationale, qui est pédagogique, qui va vous enseigner vos droits, vos devoirs, et vous devez savoir que vous avez beaucoup plus de droits que de devoirs. Donc dans la Constitution, à partir de l'article 11 jusqu'à l'article 62, vous n'avez que des devoirs. Et quand vous prenez de l'article, vous n'avez que des droits plutôt, permettez-moi, vous n'avez que des droits de l'article 11 à 61 et de 62 à 67, vous avez des devoirs. Donc c'est 6 articles seulement pour les devoirs et plusieurs articles pour les droits. Ce qui fait 50 articles pour les droits. Ce qui veut dire que notre pays, lorsque le législateur a conçu cette constitution, il a constaté que le Congolais n'a pas de droits en fait. Il a beaucoup plus de devoirs et puis on le soumet à une humiliation où il n'existe presque pas dans la conception des dirigeants. C'est pour cela qu'ils se sont dit non, nous devons quand même garantir que ces droits soient consacrés. Mais pourquoi on a consacré ça? Ce n'est pas parce que la Constitution a consacré ces droits-là, c'est pour cela que ça devient fondamental. Non, c'est la fondamentalité de ces droits-là. C'est ça qui amène les législateurs à les consacrer dans une charte qu'on appelle communément la Constitution. Parce que le législateur, lui, il a estimé, par exemple, pour la liberté d'expression, il s'est dit quoi? Il s'est dit, mais un enfant, lorsqu'il naît, déjà, il n'a pas de parole. Vous comprenez? Nous sommes dans l'hypothèse aussi du droit pur où c'est Dieu qui te met dans un ventre de votre maman et après tu grandis de manière miraculeuse, tu sors, tu es né, tu ne parles pas. Mais tu fais seulement des petits mots, même les premiers mots là que tu vas lancer, votre parent a besoin de ça. Mais pourquoi il a besoin de ça? Mais parce qu'il veut que vous puissiez communiquer. Mais imagine maintenant tu commences à communiquer, ton parent commence à te dire non, toi tu parles beaucoup, arrête de parler. Oh, mais tu avais besoin qu'il parle. D'ailleurs, contrairement à parler, si l'enfant ne parle pas, la maman est vraiment malheureuse, ou bien les parents, ils sont malheureux, ils vont se dire, mais comment notre enfant, il ne peut pas parler, vraiment. Ils vont chercher des solutions. Alors, Dieu, il vous donne la chance, votre enfant parle, vous allez aussi le laisser libre à parler ce qu'il veut, vous allez lui laisser cette liberté d'expression, parce que l'expression, elle ne vient pas de vous, les parents, l'expression, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne ça à votre enfant. Et vous n'avez pas le droit de décider à lui priver ça. C'est seulement Dieu qui peut décider de priver quelqu'un la liberté d'expression. Parce qu'à ce moment-là, il ne va pas lui donner une voix pour parler. Vous n'allez pas communiquer avec lui. Et c'est à ce moment-là que sa liberté d'expression est étouffée. Chers compatriotes, peuple congolais, merci pour ce soir. Nous serons encore là, si tout va bien demain, pour commenter l'actualité. Mais j'aime pas beaucoup plus réagir avant les opérations, avant les événements. J'aime toujours revenir après, parce que moi je suis là pour les analyses, pour les suggestions et pour les rappels sur les fondements légaux qui doivent conduire l'action publique de l'État. La vie publique en République démocratique du Congo, elle doit être assainie parce qu'elle est occupée par un conglomérat de personnes très corrompues qui ont installé un système de la mafia au sommet de l'État. Donc, chers compatriotes, retenez que à la République démocratique du Congo, dans ses frontières, à sa superficie de 2 345 410 mètres, était un état de droit en vertu de l'article 1er de la Constitution. Merci beaucoup, on se revoit après.